Bien, on va reprendre pour cette dernière intervention donc, de Nicolas Correa, que j'ai aussi beaucoup de plaisir à retrouver et à présenter ici. Alors Nicolas Correa, donc, qui vient de l'Université de Nantes, va nous parler, vous allez comprendre pourquoi, enfin, il y a tout un trajet qui mène à ce sujet, le débat sur la pensée animale au XVIe siècle, entre anecdote, interprétation et fiction. Et alors maintenant, donc ça c'est le travail d'aujourd'hui, je reviens au premier gros travail, donc au travail de thèse, qui a un titre d'ailleurs magnifique et qu'on attend, Rire et douter, lucianisme, scepticisme et préhistoire du roman. Donc Nicolas, à travers ce travail, s'est intéressé à cette littérature sérieux-comique de la Renaissance, Erasme, Thomas More, Rabelais, donc à ses sources antiques, Lucien, et puis à ses prolongements au XVIIe, XVIIIe siècle, et globalement, enfin plus généralement, au rapport entre littérature et savoir et philosophie. Par exemple, le scepticisme, sa transformation, la transformation des courants de pensée. Et alors tout récemment, donc en 2015, avec deux autres collègues, Anne Delade et Vincent Ferré, il a publié un collectif autour d'une question qui se rapproche aussi de ce qui est posé là, qui s'appelle donc l'herméneutique fictionnalisée, où dans ce recueil, donc différents collègues réfléchissent à la manière dont certaines fictions prennent en compte l'interprétation, intègrent l'interprétation de la fiction. Voilà, donc on l'écoute. Merci beaucoup. Donc oui, le trajet n'est pas évident, qui m'a amené à travailler de plus en plus sur la figure animale dans la littérature du XVIe. Je remercie Dominique de m'avoir invité. Il n'est pas évident de parler après Maître Baraté et Maître Journe, qui sont des autorités en la matière. Et je crains que mon sujet ne paraisse un petit peu anecdotique en comparaison. La communication s'intitule en fait l'anecdote dans le débat sur l'intelligence animale au XVIe siècle entre fait, interprétation et fiction. Puisqu'en fait, c'est les trois polarités qui touchent à l'anecdote. Je crois l'anecdote comme fait, l'interprétation de l'anecdote et la part de fictionnalité dans l'anecdote. Et donc, bon, finalement, j'ai pas mal de propos, mais il faudra me couper. Je crois qu'il faut qu'on arrête à 6 heures parce que voilà, l'ambiance nocturne est favorable à la concentration, mais je ne veux pas retenir trop. On peut peut-être. Bon, je vais essayer de condenser quand même. Voilà. Est-ce que les étudiants, parce que Jean-Charles Eclair, vous devez partir. Non, je reste. Mais sentez-vous libre, en tout cas, si d'accord. vous avez Pour représenter la famille, éventuellement. Moi, je serais à 18h. D'accord. Oui, bien sûr. Non, mais ça se comprend. Alors, donc, je partirai d'un récent livre d'un éthologue américano-néerlandais, Frans de Waal, une autorité dans l'éthologie actuelle. Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux? C'est le titre de ce livre paru l'an dernier en anglais en traduction française, où il s'interroge sur la valeur des anecdotes au détour d'une réflexion sur l'histoire de sa discipline. Une histoire déjà riche, quoique la discipline soit finalement assez récente sur l'échelle des temps. Il explique donc que ce qui se fie aux anecdotes ne vont nulle part, parce que l'anecdote peut être un point de départ, mais ne peut pas être un point d'aboutissement. Le pluriel des anecdotes n'est jamais donné, très belle formule, au sens où un phénomène exceptionnel, en l'absence de récurrence ou de contrôle expérimental, ne prouve rien. Pourtant, il tient à rappeler à ceux qui dénigrent les anecdotes, je cite la page 61 de ce livre, que toutes les découvertes intéressantes sur le comportement animal ont commencé par la description d'un événement inhabituel ou surprenant. Les histoires singulières laissent entrevoir une possibilité et défient notre cadre de pensée. Et Frans de Waal est un formidable raconteur d'anecdotes dans son livre et leur accorde une certaine importance. Il montre notamment que les observations casuelles ne sont pas dépourvues de valeur, loin de là. Telle anecdote sur des primates ingénieux qui, dans un zoo américain, avaient recyclé en secret des bâtons, des boîtes et d'autres objets déposés dans leurs espaces à d'autres fins pour organiser des tentatives d'évasion, ont suggéré par la suite à leurs observateurs une batterie d'expériences très concluantes sur leur capacité de planification et d'improvisation. Telle anecdote, une telle observation réalisée en 1954 au large de la Floride, d'un dauphin étourdi par l'explosion de bâtons de dynamite que deux congénères avaient soutenu pour qu'il garde l'évent hors de l'eau et puisse respirer jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, donc fait réfléchir sur ces
capacité insoupçonnée peut-être d'empathie, de communication et de collaboration qu'on accorde souvent plus à des animaux ou à des primates, on va dire, qu'à des animaux marins, fussent-ils des mammifères. Ou encore, telle réponse inattendue du perroquet Alex, qui résout un problème de calcul complexe alors qu'on testait à côté de lui un congénère en lui posant un problème beaucoup plus simple, qui montre que l'intelligence mathématique et linguistique du psittacidé ne se manifeste pas toujours quand on veut la déclencher. Et tous ces faits font réfléchir Frans de Waal sur le fait que la science expérimentale, trop souvent, interroge les animaux en leur posant les mauvaises questions au lieu de se mettre à leur écoute. Il ne s'intéresse guère aux anecdotes anciennes sur les animaux, puisqu'il rejette tout ce qui précède Darwin dans une préhistoire de la science. Et c'est un peu dommage, c'est le reproche qu'on pourrait faire à son livre, je trouve, parce que les développements les plus récents de l'éthologie tendraient parfois à valider des arguments, et peut-être même à crédibiliser certaines anecdotes longtemps tenues pour fabuleuses, d'un Plutarque ou d'un Pline, et fermement exclues du champ de la science à partir du XIXe siècle. Ainsi, par exemple, un passage sur les expériences récentes sur les corvidés, qui montrent que les corbeaux peuvent se servir de pierres pour faire monter le niveau de l'eau dans un récipient et saisir plus facilement les objets à la surface, qui rappellent des anecdotes antiques que vous connaissez sans doute, celle de la grue de Plutarque, etc. Telle observation récente sur la manipulation d'objets chez les éléphants ou sur leur attachement à l'égard de certains humains. Personnellement, je ne serais pas surpris de rencontrer sur YouTube une vidéo virale qui confirmerait les anecdotes de Pline sur les amours entre les éléphants et les jeunes filles, comme celui de l'éléphant qui offrait des présents à la jeune habitante d'Alexandrie et qui glissait parfois sa trompe dans sa tunique. Je ne serais pas non plus surpris de voir un pop-up sensationnel sur mon écran d'ordinateur qui m'annonce quelques news, fake ou non, corroborant l'histoire de Simon, l'enfant transporté quotidiennement entre Puzzol et Baia par un dauphin qui était devenu son ami, etc. Ça se trouve chez Pline aussi. Il ne faut pas s'enflammer, certes. Le monde contemporain, justement, nous rappelle qu'il y a peut-être l'anecdote qu'on pense souvent de la fiction, de l'imaginaire, ne serait-ce que sous l'espèce de la mise en récit, et c'était évidemment particulièrement le cas des anecdotes antiques qui suscitaient l'engouement humaniste. En marge des textes de naturalistes et de voyageurs, l'inclusion ou l'exclusion des anecdotes, leur élimination ou au contraire leur production dans une série de textes qui ont participé à une première controverse philosophique sur l'intelligence animale, me semble un phénomène très significatif de cette configuration mouvante entre le fait, l'interprétation, la fiction. Les textes dont je vais parler aujourd'hui sont bien oubliés dans l'ombre de la controverse ultérieure entre les partisans de Montaigne et ceux de Descartes, qui a été bien étudiée par Thierry Gontier, par exemple. L'idée même que j'avance d'une controverse humaniste au XVIe siècle est en partie métaphorique. Ce sont des textes qui parfois se répondent à distance. Reste que la redécouverte des traités animaux de Plutarque, notamment, n'a pas été sans susciter des imitations qui dérangent un ordre établi du savoir naturaliste et qui y accompagne une remise en cause plus générale de l'aristotélisme. L'humaniste italien Girolamo Rorario, dont je vais beaucoup parler, compile dans les années 1540 des anecdotes anciennes et modernes sur la solertia animalis, l'intelligence des animaux, pour retirer à l'homme le privilège de la raison dans un texte destiné à faire grand bruit, même s'il va faire grand bruit un siècle plus tard, puisque son texte est publié en fait par Gabriel Naudet en 1644, et je vais avoir une petite réflexion sur pourquoi il n'a pas été publié en fait au XVIe siècle. Il y a des bonnes raisons. C'est un texte très fertile en anecdotes, celui de Rorario, qui mériterait à lui tout seul une étude, mais je vais essayer dans une deuxième partie d'élargir un peu le regard pour regarder d'autres réactions possibles à l'anecdote, celle du médecin espagnol ou portugais Gomes Pereira, qui avait soutenu une thèse retentissante de l'automatisme des comportements animaux au XVIe siècle. Alors lui, qu'on présente souvent comme un précurseur de Descartes, lui ce qui est très intéressant, c'est qu'il évacue les anecdotes, qu'il dénonce leur fictionnalité ou procède à une réduction impitoyable. Ou bien, plus proche de Rorario, une série d'auteurs néo-plutarchéens, je les appellerai comme ça, qui, eux, prennent au contraire le parti de la fiction, qui imite le Grillos, notamment ce dialogue de Plutarque où Ulysse veut proposer à son ancien compagnon devenu un porc sur l'île de Circé de se remétamorphoser en homme, et le porc refuse, avec toute une série d'arguments contre la condition humaine et en faveur de l'animal.
Donc ce sont des imitateurs dont je vais parler, je vous présenterai les auteurs plus loin, mais à chaque fois, on imite un texte de fiction, cette fois-ci, pour contester, pour remettre en cause l'anthropocentrisme, très clairement, et le spécisme, en recyclant parfois des anecdotes qui sont transformées, qui sont données à interpréter, qui deviennent de la fiction, on va dire. Donc ce sont des auteurs écrivant en néo-latin, italien, espagnol, que j'aborderai en comparatisme pour montrer aussi que tout n'a pas commencé avec Montaigne, ce grand débat sur l'intelligence animale. Donc avec une première partie surtout sur Rorario, apologète et observateur, j'insiste sur le terme observateur du monde animal. Donc ce livre est resté, qui est daté d'août 1544, et a circulé sous forme manuscrite. Rorario était un nonce du pape, donc un clerc attaché à la cour des Habsbourg, qui concrètement a eu une carrière surtout de diplomate. Il a d'ailleurs embrassé le cléricat pour des raisons tout à fait opportunistes qui sont bien expliquées par sa biographe et d'Escala dans la seule étude de référence. Son texte donc, est édité à partir de 1644, plus d'un siècle après. Il y a plusieurs rééditions, à une époque où la controverse sur l'animal bat son plan autour des thèses cartésiennes. Ce texte a été écrit dans un latin cicéronien, c'est un partisan du latin comme langue universelle et illustre, par opposition au vulgaire italien. Il y a toute une digression d'ailleurs assez célèbre dans le texte là-dessus. Et il se présente comme une compilation, je l'ai dit, d'exemples antiques sur l'intelligence animale, associé à beaucoup de faits modernes ou à des observations personnelles. Le contenu autobiographique est très frappant, dans une volonté de rivaliser avec Plutarque. Le titre même de ce texte, Quod animalia bruta ratione saepe utantur, reprend celui de la version latine la plus courante du Grillus, Bruta animalia ratione uti. Donc que les animaux font souvent usage de raison, c'est le texte de Rorario. Les animaux font usage de raison, c'est le texte, celui de Plutarque. Alors par contre, lui, il n'imagine pas un dialogue de fiction, Rorario. Je le dis, ça se présente comme un essai sous forme de dialogue philosophique entre le personnage de Rorario et son interlocuteur, un ami, le cardinal Claes. Il imite en fait plutôt un autre dialogue philosophique de Plutarque, le De Solertia Animalium, où là aussi il s'agit d'un dialogue philosophique entre deux personnages sur l'intelligence comparée des animaux terrestres et marins. Les exemples et les anecdotes qu'on verra sont souvent empruntés à Pline, plutôt, qui est beaucoup plus fertile en anecdotes, je crois, parmi les auteurs, les naturalistes antiques. Il n'est pas non plus tout à fait anodin de savoir que dans les mêmes années, ce Rorario compose une série de dialogues imités de Lucien, à la manière de Lucien, des dialogues satiriques qu'il ne publiera jamais non plus. C'est par hasard, il porte l'empreinte érasmienne assez forte, et je pense qu'il était impossible pour quelqu'un qui était associé à ce point au pape, et en plus aux Habsbourg combattant l'hérésie protestante dans les années 540, de publier ça. Mais si je cite, c'est parce qu'évidemment le Code Animalia Bruta Saepe Ratione Utantur, c'est aussi un texte qui se présente comme un paradoxe, une thèse paradoxale et potentiellement hérétique peut-être. Il faudra y revenir au moment de considérer les implications religieuses sur la question de la non-publication. Donc un auteur qui fait le choix de la non-fiction pour célébrer la thèse paradoxale de l'intelligence animale, parce qu'il veut la crédibiliser, mais aussi parce qu'il a beaucoup de matière personnelle à faire passer. L'anecdote est matricielle, et regardez comme le texte s'ouvre sur une anecdote. Bon, je ne vais pas prendre le temps de la lire, je pense que finalement, je vais raccourcir, je vais plutôt les évoquer, le résumé. Il explique avoir vu, en compagnie du cardinal Claes, un saltimbanque dans une ville, la ville de Velletri, un saltimbanque donc, qui avait un chien qui savait chanter et qui suivait les modulations de son maître. Donc il adaptait sa voix tantôt aiguë, tantôt grave. Cet animal en plus savait reconnaître spontanément les joueurs et les ivrognes dans la foule. Et il dit ce qu'il y a de divin en l'homme que l'on ne peut normalement pas accorder à l'animal, c'est justement cette capacité de savoir reconnaître la nature d'une personne comme le ferait un physiognomoniste. Ce qu'on ne peut normalement pas, nefas est, la formule latine, c'est presque interdit de le reconnaître. Donc là, il rapporte ce fait personnel qui aurait déclenché sa conversation ensuite avec Claes. Alors, le texte est aussi une satire des hommes par bien des aspects.
puisqu'il veut célébrer les exemples de la vertu et de l'intelligence animale en les comparant aux actions honteuses des hommes. Et il y a énormément d'anecdotes, d'ailleurs totalement historiques, sur les humains, de Phalaris au tyran Ezzelino ou au cruel roi Witold de Lituanie, qui n'ont rien, des papes furieux, qui n'ont rien d'animal, mais qui soutiennent l'autre pan du paradoxe, au point que le Quod animalia ratione saepe utantur pourrait être sous-titré Quod homini feritatem saepe monstrantur, c'est moi qui le propose, que les hommes font souvent preuve de bestialité, de férocité. C'est de la littérature paradoxale, très inspirée par l'éloge de la folie d'Erasme, je crois, et ça n'est pas censé expliquer sa recherche d'un effet rhétorique permanent, une volonté d'amplifier le sentiment de scandale, la deinosis, sur le plan de la technique rhétorique. Dès lors, il n'est pas étonnant qu'ils prennent à peu près tout ce qu'ils trouvent chez les anciens. Pour prendre un exemple, une fameuse anecdote de Pline sur un aspic qui vivait dans une famille égyptienne et laquelle était habituée à tolérer la présence du serpent qui mangeait des miettes, jusqu'au jour où la progéniture du serpent s'attaque au fils de Lot et le tue de son venin. Que fit le reptile, hein, on le vit se lever sur sa progéniture et la tuer avant de s'enfuir. Et il commente, Rorario, peut-on trouver chez l'homme plus grand sens de la justice, du moins plus grand que celui de cet aspic, qui, non content de mettre à mort son propre fils, se condamne à l'exil? Bon, et on est en pleine amplification rhétorique, mais il serait un peu trompeur d'en rester là, d'autant que la question de la férocité humaine revient en arrière-plan, mais ça passe rapidement en arrière-plan du texte. Hein. Il y a quand même plutôt un intérêt pour l'animal, et d'ailleurs un texte écrit comme un essai, mais où il y a une organisation aussi qui se dessine, puisque dans la deuxième partie du dialogue, on passe de plus en plus à des exemples sur les facultés intellectuelles des animaux, en discutant la finesse de leur appareil perceptif, leur mémoire, leur jugement délibératif, leur capacité de communication et d'apprentissage, leur sens esthétique et même leur possible connaissance du divin. Alors concrètement, quand on entre dans la matière, le parallèle est assez systématique entre les exemples anciens, littéraires, et des observations récentes, voire personnelles, qui invitent à ne pas crier trop vite au mirabilia, on va dire. On dit que le cheval du roi Nicodème est mort de langueur après le décès de son maître, sans doute, puisqu'on a vu récemment le cheval du duc de Skanderberg qui en a fait de même. Autre exemple à la fin du texte, quand il évoque les lions d'Afrique qu'on crucifiait au carrefour pour effrayer les autres lions, hein, qui visiblement avaient compris que leur sort était en jeu et qui pouvaient tomber sous le coup de la justice humaine. L'auteur, Rorario, raconte avoir vu un fait similaire dans une forêt entre Cologne et Duren. Traversant cette forêt hantée par des loups, il a pu constater que des paysans avaient pendu à une fourche 2 cadavres de loups écorchés, comme s'il s'agissait de 2 larrons, je cite, pour effrayer les autres par la peur de la punition. Le récit ne dit rien de l'efficacité de la méthode, mais il a l'air de supposer un certain savoir-faire empirique des paysans en la matière. Le goût de l'anecdote peut entraîner l'auteur assez loin. Prenons l'exemple des lions cléments. Topos naturaliste par excellence, chez Pline ou chez les anciens, Androclès qui avait retiré la patte de l'épine d'un lion dans le désert et qui est reconnu et épargné par le même lion quand il se retrouve dans les jeux du cirque, hein, pour être mangé. Elpis de Samos qui avait secouru un lion qui lui tendait sa gueule ouverte en lui retirant un os coincé dans la bouche, etc. Rorario rapporte tout ça. Et puis il en vient rapidement à une anecdote d'un fait observé à la cour de Ferdinand d'Autriche. Alors je vais la lire parce que je trouve que sa formulation là est quand même assez importante. Parmi les demoiselles de compagnie de la reine, il y avait une jeune fille très belle, mais quelque peu impudente. Elle était aimée à en mourir par le valeureux Manuel, qui gagna le surnom de Lion pour le haut fait suivant. Comme il se penchait au-dessus de l'enceinte où étaient gardés les lions, la belle y jeta un gant et demanda à son amant d'aller le chercher. Surmontant sa peur, car les Espagnols risquent volontiers leur vie pour l'honneur. L'épée dégainée, le jeune homme fit lever la barrière de l'enceinte, y entra, la fit refermer, s'inclina sur le seuil, puis alla droit vers le lion et souleva le gant de la pointe de son épée. Toujours tourné vers le lion, il recula ensuite, tira sa révérence à l'animal resté immobile, peut-être étonné par l'audace du jeune homme. Revenu auprès de la jeune fille, le jeune homme lui rendit son gant, puis il gifla violemment cette putain pour lui apprendre à ne pas mettre ainsi en danger la vie d'un homme. Lequel des deux était selon toi doué de raison? La jeune fille effrontée qui avait fait courir un péril de mort à son amant fidèle? Ou bien le jeune homme
qui avait jugé un stupide point d'honneur plus important que sa propre vie. Assurément, c'était plutôt le lion qui l'épargna, humblement et sans aucune impulsion violente. Et malgré cela, nous nommerions encore hommes, suivant un mot dérivant d'humanité, ceux qui s'avèrent plus sanguinaires que les bêtes. Alors j'aime bien la manière dont elle est contée, parce qu'il semble pas trop dupe quand même de ce que l'anecdote prouve. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de surexploitation, c'est assez amusant puisque ça évoque un topos des romans de chevalerie, la rencontre du chevalier et du lion qu'on trouve dans Esplandian de Montalvo par exemple, qui sera parodié par Cervantes. Mais il surprend parce qu'il commence par le topos, les révérences envers l'animal, et finalement il renverse le sens pour dénoncer une sottise généralisée, y compris le comportement chevaleresque du jeune homme, ni plus ni moins irrationnel que le défi jeté par la belle. Satire de l'humanité encore, pourra-t-on dire, qui oriente cette version moderne de l'anecdote du lion Clément. Que penser de l'anecdote sur les éléphants, alors qu'il disserte sur la faculté de compréhension et de communication des éléphants, avec tous les exemples antiques. Donc une anecdote moderne concernant un éléphant indien envoyé par le roi portugais Manuel Ier au pape Léon X, avec un rhinocéros et une chèvre indienne. Le peuple massé autour de l'animal à Rome avait été étonné notamment lorsque l'éléphant arrivé devant le palais Saint-Ange s'était agenouillé 3 fois, comme pour faire des révérences à la vue du pape et des cardinaux aux fenêtres. C'est un fait qui a été daté du 12 mars 1514 et qui est bien connu des historiens. Il s'agirait même du premier éléphant à avoir foulé le sol de Rome depuis l'Antiquité. Il avait reçu un accueil digne d'un triomphe royal. Le roi Rayo évoque les révérences de l'animal, mais plus surprenant, son attitude à Lisbonne. Comment tenter en vain de le faire embarquer sur le pont du navire qui devait l'amener à Rome, l'éléphant refusait de monter. Et pour obtenir son consentement, il fallut lui expliquer qu'il s'agissait de rendre visite à un souverain très important, le plus grand de l'univers, et lui promettre formellement que le voyage retour, qu'il y aurait un voyage retour qui rentrerait à Lisbonne. Donc je ne sais pas trop d'où il tient cette première partie de l'anecdote, puisqu'elle n'est pas mentionnée, par exemple, j'ai vérifié par l'historien Geronimo Osorio, par lequel l'événement est le plus connu. Et il semble qu'à une trentaine d'années de distance de l'événement, c'est peut-être le travail de la rumeur, qui n'est pas à exclure, ce qui ne signifie pas qu'il y ait une invention absolue. On peut toujours imaginer, je crois, le comportement du pachyderme sur le quai, avec peut-être une sorte de syndrome Danse le malin, du nom de ce cheval qui donnait l'impression de réagir aux ordres de son maître, alors qu'en fait il réagissait à des signes, expressions, intonations, etc. Et des gens qui lui prêtent une interprétation immédiate, mais peut-être que Éric Baraté nous écrira sa version un jour, j'espère. Alors, j'avance dans Rorario à l'essentiel. Le proche, l'animal domestique, est évidemment éminemment plus observable, et surtout pour lui, un humaniste de la Renaissance qui a eu beaucoup de chiens, et qui raconte tout ça aussi comme un homme d'expérience, qui a beaucoup voyagé. En sa qualité de diplomate, il sait faire preuve d'un sens de la relativité culturelle qui n'hésite pas à transposer, je crois, dans la relation entre les espèces. Je vais développer des anecdotes sur les chiens. Il récapitule les grands chiens antiques, les chiens que le roi d'Albanie avait offerts à Alexandre le Grand, etc. Mais il en vient rapidement à des souvenirs autobiographiques. Par exemple, il y a le chien du saltimbanque qu'on a déjà vu, ou bien cette anecdote amenée par l'anecdote antique du cheval d'Antiochus, qui était monté par l'assassin d'Antiochus, et le cheval qui renverse l'assassin dans un fossé pour se venger. Donc cet exemple rapporté par Élien et Pline lui rappelle l'histoire d'un pèlerin qui était revenu de Bethléem et qui avait rendu visite avec son chien à l'empereur Maximilien d'Autriche. Touché par ce vieillard humble et pieux, l'empereur le fait récompenser et le congédie ensuite. Le vieillard repart, mais quelques jours après, l'empereur s'inquiète de son sort et diligente un conseiller pour retrouver sa trace. Or, entre-temps, on apprend que le vieillard, qui avait rencontré d'autres pèlerins, en fait, dans une auberge, un pèlerin qui avait vu sa bourse en or, en fait, en avait profité pour l'assassiner et prendre sa bourse en or. Donc, l'empereur Maximilien a diligenté un enquêteur qui, c'est l'anecdote assez longue que j'ai résumée, ce préfet, Profosus, il explique que c'est à comprendre comme une fonction de préfet, qui, bon, je vais lire l'anecdote, mais là aussi, là, sa formulation est complexe.
Le préfet était un homme de nature scrupuleuse, mais enclin à se laisser aller à ses passions plutôt qu'à raisonner. Alors qu'il parcourait tout le territoire et tous les bois sur l'instigation de son maître, il s'arrêta par hasard dans l'auberge où logeait justement le criminel, qui passait ses après-midi assis à table avec du pain, du fromage et du vin, alors qu'à côté de lui était assis un chien, qui avait été le compagnon fidèle du Bethlémite au cours de longs voyages qu'il avait ramené de Syrie en Allemagne. C'était une coutume locale bien connue d'offrir à boire aux premiers venus en entrant sur les lieux, et les personnages les plus humbles et les paysans la respectent, même lorsqu'ils ont affaire à un personnage plus élevé qu'eux. Il advint que l'assassin porta un verre en l'honneur du préfet, lequel, probablement irrité par la frustration de n'avoir trouvé aucun indice du délit qu'il soupçonnait, dit en se tournant vers l'homme qui lui tendait un verre « Pourquoi veux-tu m'offrir à boire ?» À peine eut-il prononcé ces paroles que le chien se jeta sur l'assassin. Le préfet, surpris de voir un chien mordant l'homme qui lui donnait à manger, dit « Pas de doute, c'est toi le meurtrier du Bethlémite. » La réaction furieuse de ce chien t'a démasqué. Et le chien par la suite, là je vais résumer, le chien par la suite amène le préfet sur les lieux du crime et il retrouve un lambeau du manteau. Et en plus le chien va assister à l'exécution publique et après que l'assassin ait été décapité, il fête l'envoyé du roi, le préfet, on explique qu'il lui resta éternellement fidèle. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi l'interprétation qu'il en fait. Vous voyez la suite. Qu'est-ce qui dans ce récit suscitera le plus d'étonnement ? Que le chien ait été si sensé et si raisonnable, car on ne pourra pas trouver de terme plus approprié qu'il se soit dit en lui-même que s'il ne se portait pas contre l'assassin de son maître, personne n'aurait reconnu en lui le chien de Bethlémite, ou bien le fait qu'il se jette contre l'homme après avoir ressenti l'irritation dans la voix du préfet, de sorte que ce dernier puisse comprendre qu'il y avait une bonne raison pour laquelle il assaillait celui qui le nourrissait. Ou bien encore le fait que, précédant le préfet sur le chemin conduisant au lieu de l'homicide, il ait révélé le délit en retrouvant des lambeaux du vêtement, sans oublier sa présence à l'exécution et les effusions de joie dont il avait gratifié le vengeur de son premier maître. Évidemment, anecdote qui peut nous faire sourire, une sorte de préfiguration, le chien témoin, dénonciateur, délateur, une sorte de préfiguration du chien détective auquel on est habitué dans la littérature de jeunesse. Mais il me semble intéressant qu'il y en ait aussi beaucoup d'autres qui ne posent par contre beaucoup moins de problèmes de vraisemblance. Mais admettons qu'on ait un problème de vraisemblance avec celle-ci. Une anecdote par exemple concernant l'aventure arrivée à son ami Giovanni Mauro Arcano, qui était parti à la chasse avec seulement un chien, qui était tombé dans un fossé profond, jambes rompues, incapable d'en sortir et de se relever. Comment a-t-il été sauvé? Le chien est retourné à sa demeure, aboyant à n'en plus finir pour alerter les gens qui étaient là, les commensaux, indiquant le chemin du fossé et conduisant finalement les sauveteurs jusqu'à l'endroit où était tombé son maître. Au-delà de la vertu exemplaire de l'animal, il y a son intelligence. S'il avait été guidé par le seul instinct, notre Horario, il serait resté près de la fosse et aurait aboyé en vain, impuissant à secourir son maître. Tout montre au contraire qu'il a été guidé par sa raison. Alors évidemment, Horario ne dispose pas du vocabulaire d'un éthologue moderne, de Franz de Waal, pour évoquer la théorie de l'esprit, par exemple, comment est-ce que l'animal peut percevoir les représentations des autres et aussi prévoir leur intentionnalité et interagir. Comment analyser cette séquence où l'animal fait preuve non seulement de mémoire et d'empathie, mais aussi d'intentionnalité, de sens de la planification, de capacité à communiquer, à collaborer avec une autre espèce à laquelle il était associé, en saisissant les capacités propres à chacun, y compris la capacité de son maître. En tout cas, je trouve remarquable le type de questionnement en fait, que Horario propose. Je ne sais pas si c'est fréquent, ou si fréquent que ça à l'époque. Il y a beaucoup d'autres anecdotes sur les chiens. Je vais passer parce que voilà, ce serait un petit peu long. Il y a des portraits de chiens aussi. Par exemple, ce chien ramené de Barcelone qui l'accompagnait à la cour du Ferdinand, qui, lorsque les serviteurs n'accomplissaient plus leur office, par exemple une espèce de... en fait un intendant qui avait été préposé pour guider Horario vers sa chambre ou vers les lieux du palais, lorsque cet intendant était parti parce que c'était un Allemand, il était parti boire un jour, etc. Le chien le remplace et guide Horario vers toutes les bonnes salles. Et donc il s'interroge comment est-ce qu'il sait là où est le roi, etc. Il avait déduit lui-même pour telle raison. Et il fait un portrait du chien de petite taille, particulièrement laid, le regard torve, les pattes courtes mais massives, parsemées de taches fauves, les oreilles abîmées, la queue coupée, en expliquant que ce chien
était volontiers admis par le roi Ferdinand et sa femme, qui s'introduisait notamment dans les conseils du roi. Il allait se gratter l'oreille qui le démangeait contre l'épée du roi qui riait aux éclats en plein conseil, ou alors qu'il s'introduisait chez la reine quand elle recevait ses dames de compagnie et qu'il allait directement voir la reine pour uriner sur la traînée de sa robe, ce qui amusait beaucoup la reine, qui le laissait toujours aller et venir, etc. Il était toujours le bienvenu, notre Horario, à l'image des bouffons de cour, en fait, et il en profite pour critiquer les flatteurs. Le chien Curtaldo, qui était quelque chose comme un personnage. Alors, il y a bien, je l'ai dit, bien d'autres anecdotes, et bien entendu, une certaine bienveillance envers l'anecdote qui peut, une sorte de curiosité qui peut aller jusqu'à la crédulité. Que penser, pour finir, du dernier exemple, cette histoire de... il réfléchit sur les hybrides, il explique qu'il y a des hybrides entre malgré l'hostilité naturelle entre les chiens et les loups, il y a non seulement des cas de compagnie entre les chiens et les loups, il témoigne en avoir vu 2, mais aussi des hybrides entre chiens et loups, les crocottes. Donc il développe là-dessus, et il explique en plus qu'il y a des hybrides entre les chiens et les chats, et il explique qu'il y en a eu dans sa maisonnée. Sa logeuse, Bianca, je vais prendre l'anecdote au milieu, avait vu la progéniture, c'était une femme pieuse, dégoûtée de la progéniture monstrueuse issue de cet accouplement, avait ordonné qu'elle soit jetée à la rivière. Elle disait que ces petits chiots, alors le mot cuccioli, c'est quand même intéressant, mais avait des ressemblances avec les 2 animaux. Je ne me souviens pas précisément s'il avait des pattes de chat et un tronc de chien, ou le contraire, des pattes de chien et un tronc de chat. J'ai vu leur jeu lascif alors que je me divertissais avec eux. Le chat se mettait sous le chien pardon. Ah, non, là, c'est ma traduction qui va pas du tout. Le chat se mettait sous le chien et le chien sous le chat. Et le chien tirait le chat qui mettait, pour s'amuser, toute sa... Ah, c'est pas la bonne version. C'est toute sa tête, pas sa fête, pardon. Toute sa tête dans la bouche. Donc, là, j'ai terminé un peu tard. Donc, intéressant parce que vous remarquez qu'il dit « j'ai vu », mais il ne prétend pas avoir vu la progéniture, les hybrides. Il prétend avoir vu en fait les jeux lascifs entre le chien et le chat qui se mettaient l'un sur l'autre. C'est Madame Bianca qui a vu la progéniture monstrueuse et qui l'a jetée. Et je crois qu'il ne faudrait pas rire trop vite non plus de l'exemple. Se souvenir par exemple qu'un siècle plus tard, John Locke, le grand philosophe associé à la Royal Society, explique qu'il a vu de ses yeux vus des hybrides engendrés par des chats et par des rats. Des chats et des rats. C'est dans l'essai sur l'entendement humain de John Locke. Alors il y a peut-être aussi une interrogation critique sur les limites de la connaissance humaine, qui explique pourquoi il ne se soucie pas trop de faire le tri entre les faits et la fiction. D'ailleurs, comme dans toutes les argumentations antispécistes modernes, je crois que le travail de Horario, c'est de renverser la charge de la preuve, de dire je ne dis pas que je le sais, mais qui vous dit que vous savez ce que vous savez. Il me semble que c'est bien montré à la fin du texte, quand Claes, à la toute fin, pose une question gênante. Si les animaux sont si intelligents, ils ont peut-être une âme, pourquoi pas immortelle, et faut-il aller jusqu'à leur accorder une connaissance de Dieu? Alors, Horario s'interrompt un petit peu, et il répond tout simplement par une autre question. Pourquoi voudrais-tu conférer à l'animal ce qu'il n'est pas permis à l'homme lui-même d'obtenir sans la grâce d'un Dieu miséricordieux? Les doctrines divergentes de tant de philosophes le montrent, et il enchaîne par une anecdote célèbre, toute humaine celle-ci, celle du poète Simonides, que le tyran Hieron avait interrogé sur la nature de Dieu, la définition de Dieu. Et Simonides demande un délai, il demande à Hieron de revenir le lendemain. Le lendemain, il revient, Hieron repose la question, et Simonides demande 2 jours de délai. Et ainsi de suite, et à chaque fois que Hieron revient, le délai augmente, et à la fin, il demande pourquoi il ne veut pas répondre. Et le philosophe, le poète Simonides répond « Plus j'y pense et plus la question me paraît obscure ». Anecdote toute humaine celle-là, mais qui n'est pas du tout anodine. Elle vient de Cicéron, philosophe sceptique. On la connaît par Montaigne, Hume. C'est vraiment une pierre de ralliement de tous les sceptiques religieux, j'ai envie de dire, dans l'histoire du scepticisme, je crois. Et là, on comprend bien... alors, ça ne signifie pas que l'auteur n'est pas catholique ou chrétien,
Un de ses amis, le cardinal Castellesi, avait développé une position fidéiste, par exemple, sur l'impossibilité de connaître Dieu. Mais ça pose quand même la question de l'hétérodoxie, je crois, de ce plaidoyer en faveur des animaux. Bon, j'aurais autre chose à dire, mais je vais passer. Ça n'est pas sans expliquer, à mon avis, pourquoi le texte n'a pas été publié à son époque, alors qu'il était tout simplement achevé, voisiné à ce point avec Pline, et Pline qui parfois quand même, voilà, traîne une réputation d'athéisme ou d'indifférence religieuse. Vous voyez, le fait que la Bible ne soit mentionnée à aucun moment de ce livre, c'est vraiment un phénomène, je trouve, étonnant à une époque où la Bible est me semble incontournable dans les débats philosophiques sur l'intelligence animale. Il faut rappeler, comme l'a montré Maria José Vega, que rapprocher l'homme de l'animal, ou animaliser l'homme, inversement, constituait l'un des gestes intellectuels les plus transgressifs qui soient à cette époque, et que c'est un type de position qui a été qualifié d'hérétique par certains théologiens, elle cite plusieurs cas. Alors, le temps me manque pour vraiment traiter de ma deuxième partie, je vais abréger, mais vous montrer, à partir de ce cas, à mon avis, assez extraordinaire de Rorario, d'autres attitudes très différentes et le rapport qu'ils peuvent avoir avec une argumentation, le rapport entre le traitement de l'anecdote et l'argumentation en faveur ou contre l'existence de l'intelligence animale, on va dire. Prenons le cas de Gomez Pereira, l'Antoniana Margarita, texte médical publié en 1554 à Medina de Campos, assez important dans l'histoire des idées, puisqu'on y a vu un prédécesseur de Descartes. En même temps, l'histoire de la diffusion de ce texte aussi est assez compliquée. Il n'a été traduit que très récemment en espagnol. J'ai oublié de dire que Rorario avait été traduit en italien en 2015. C'est la première traduction en langue vulgaire qui existe. La première traduction en espagnol, c'est 2000, dans une édition bilingue qui est très bien faite. Donc un auteur avec une posture absolument inverse, puisque c'est un médecin, un anatomiste en particulier, qui soutient que l'animal ne possède pas d'âme, ni d'intelligence délibérative, mais ne possède même pas la sensibilité. Il avance une théorie de l'automatisme du comportement animal caractérisée par sa régularité, sa prévisibilité. Les espèces du monde, une notion issue de la scolastique, de l'aristotélisme scolastique, les espèces, les spécies du monde extérieur entrent par les organes de la perception et montent au cerveau de l'animal, ce qui entraîne des réactions par les esprits moteurs qui sont transmises aux muscles de manière tout à fait prévisible et automatique. Le loup qui sent l'agneau est attiré par les spécies de l'agneau, comme l'aimant par le fer. Alors, il a d'autres explications des mécanismes, c'est plus complexe quand même, ça ne se limite pas à cette explication schématique, mais son but c'est de ruiner l'aristotélisme, très clairement, le gradualisme aristotélicien, on va dire, qui reconnaît la sensibilité, une certaine forme d'intelligence animale, mais pas l'intelligence délibérative. C'est un texte très complexe, en fait, là aussi qui flirte avec une forme d'hétérodoxie, il y a des lectures qui le soupçonnent de duplicité complète, y compris dans sa défense de l'immortalité de l'âme et de l'exception humaine. C'est un auteur juif, un Maran, qui voulait peut-être se faire bien passer. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, je vais juste m'intéresser au traitement de l'anecdote pour le comparer à celui de Rorario. Et évidemment, là, on élimine les anecdotes, en même temps que la sensibilité animale. Ou alors quand on les évoque, c'est sur le mode de l'ironie pour dénoncer leur anthropomorphisme grossier. Pline affirme que les animaux sont sensibles à la musique, comme certains dauphins qui suivraient la mélodie d'un orgue. Donc il y a quelque chose sur les animaux mélomanes. Idiotie et mensonge. Il tranche très clairement. L'histoire d'Arion, le musicien sauvé par les dauphins, ne vaut rien. Les combats de la pieuvre et de l'huître. La pieuvre qui passe son bras entre les deux valves de l'huître, et l'huître qui se referme pour couper le bras de la pieuvre. Mais la pieuvre qui parfois met un caillou ou une pierre pour empêcher l'huître de se refermer, on trouve ça chez plusieurs naturalistes antiques. Il explique que, bien des cas de symbiose animale, il dit que parler d'hostilité, de contrat, de pacte, de traîtrise, tout cela, je cite, est plus digne de rire que d'admiration. Attitude impitoyable donc avec l'anecdote, notamment celle du garçon nommé Simon qui était ramené par un dauphin comme en taxi. Alors là, il traite ça de manière dérisoire. Et donc l'exemple que j'ai mis, vous le lirez plus tard, vous verrez si ça vous intéresse, c'est à propos de la clémence des lions. Il explique que si telle anecdote d'un lion qui n'avait pas voulu manger une captive dans les jeux du cirque, évidemment, a été évoqué par Pline comme un exemple de clémence,
il ne s'agit pas de clémence du tout. Si c'était le cas, les lions seraient toujours touchés par les prières qu'on leur adresse. Oui, parce que dans l'anecdote de Pline, la jeune fille supplie, elle explique qu'elle n'est pas digne d'un lion, hein, c'est pas digne pour le lion de la manger, donc le lion finalement laisse tranquille. Donc il explique que non, c'est pas le cas. Il est bien plus logique de supposer, je dis, que le lion, indépendamment de toute autre circonstance, était repu, tout simplement. Et donc il relie un certain nombre d'anecdotes à propos des lions cléments en disant qu'ils ont agi par instinct, etc. Alors, intéressant de voir que peut-être ce médecin qui a beaucoup disséqué, qui connaît très bien la partie anatomique est très développée, mais il n'est pas un grand observateur du monde animal, et qu'en éliminant complètement les anecdotes, il a pris aussi un peu le risque de se couper peut-être de la réalité. Et c'est tout simplement ce dont il a été accusé immédiatement, celui d'avoir construit une pure fiction théorique, puisque son texte entraîne vraiment une controverse en Espagne dans les mêmes années. Il y a un théologien qui lui répond, Miguel de Palacio, dans la même ville, à Medina de Campos, en publiant 5 thèses rappelant que les bêtes disposent de sensibilité et d'intelligence, quoique d'intelligence imparfaite, etc. Et rapidement, il y a une petite satire qui est écrite par un certain Francisco de Sosa, qui va imiter le Gryllus de Plutarque, imiter Lucien et un autre auteur, Anselme de Turmeda, où il imagine qu'une assemblée de divers animaux, un crocodile, un âne, un singe, un éléphant, se rassemblent pour examiner la thèse de l'insensibilité animale, se scandalisent, et donc ils font députer le crocodile auprès des dieux pour demander réparation. Alors les dieux hésitent un peu, Jupiter envoie Momus sur Terre pour vérifier. Donc on est en pleine littérature à la manière de Lucien. Et que raconte Momus? Là aussi je vais résumer. Pourquoi il se trompait? C'est tout simplement que Momus a fait l'expérience, il s'est métamorphosé en renard, et qu'en renard il a pu faire l'expérience de se mouvoir librement, d'aller où il voulait, quand il voulait. Par exemple, c'est la deuxième partie de l'anecdote, quand il y avait un enclos protégé, un agneau, pardon, dans un enclos protégé par un mur élevé, je cherche l'endroit où le mur est le plus bas. Même si les espèces de l'agneau ne m'appellent pas ni ne me commandent de sauter, je saute aussi agilement que je peux, et en me servant de mes esprits moteurs et de l'agilité naturelle de mes membres. Idem, le comportement du renard qui va boire dans un ruisseau et qui va chercher l'endroit le plus accessible et le plus bas, parce qu'il raisonne, il ne veut pas tomber, il ne veut pas se noyer, etc. Donc il explique que, en tant que sous la peau d'un renard, vous voyez la projection fictionnelle, il a fait l'expérience de la liberté et de l'intelligence animale. Alors il y a toute une littérature comme ça, assez riche, des imitations du Gryllus de Plutarque, et elles ne vont pas toutes dans le sens d'un plaidoyer pour l'animal. Ça aussi c'est intéressant. D'une part, il y a des auteurs comme l'italien Gelli, qui reprennent la fiction du Gryllus, Ulysse qui essaie de convaincre le porc de se métamorphoser en homme, le porc qui ne veut pas. Alors Gelli fait 10 dialogues avec un lièvre, un éléphant, une huître, etc. Donc ils reprennent cette fiction-là, et à l'intérieur de la fiction, les animaux plaident pour la condition animale, l'intelligence de l'animal, la vertu de l'animal, en reprenant les anecdotes antiques. Donc cette fois-ci on retrouve les anecdotes, les exemples, mais ils sont projetés dans la voix des animaux qui se défendent. Donc la prosopopée a un effet quand même assez puissant, je crois, sur le lecteur, et il y a même des effets de fiction qui sont très intéressants. Par exemple, le premier dialogue, quand Ulysse veut aborder l'huître, l'huître met un préalable, elle lui demande de vérifier, elle lui dit « Regarde s'il n'y a pas de poulpe autour, parce qu'il pourrait passer et me mettre un caillou entre les valves pour m'empêcher de me refermer. » Donc et lui, c'est extrêmement surpris par le raisonnement de l'huître. Il y a une sorte d'effet de fiction littéraire ici qui met en scène l'anecdote, qui la rend plus efficace. Tous ces textes ne vont pas dans ce sens-là. Intéressant de voir le cas beaucoup plus problématique de ce texte espagnol, Diálogo de las transformaciones de Pitágoras, qui, cette fois-ci, le modèle c'est plutôt Lucien, c'est l'histoire du coq qui se met à parler à son maître, le pauvre Micile, pour lui raconter comment les hommes sont mauvais, et il lui raconte ses différentes métamorphoses. En fait, il était Pythagore, il est devenu un âne, une grenouille, un cordonnier, il a traversé différentes étapes, et à l'intérieur de ce dialogue, donc, le coq parle à son maître, à un moment donné, ils abordent la question de l'intelligence animale. Je vais résumer aussi. Cette fois-ci, il raconte qu'à l'époque où il était un âne, au service d'un certain Péréquin, ce Péréquin discutait avec son ami Pierre des oiseaux de mauvais augure.
Et Pélékine explique à Pierre que c'est une superstition, il ne faut pas s'inquiéter des oiseaux parce que les animaux n'ont pas de raison. Hein, il faut lire l'anecdote, les oiseaux se meuvent sans réfléchir, il n'y a pas de libre arbitre des animaux, on ne peut pas en douter. Et il raconte une anecdote assez drôle, celle de Mausolamos, un guerrier indien qui suivait les troupes d'Alexandre, et un jour qu'il rencontre un oiseau qui se pose sur une branche et que les augures commencent à réfléchir sur ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut continuer ou pas, Mausolamos prend un arc, tue l'oiseau et dit pourquoi vous faites-vous tant de cas, comment l'oiseau aurait-il pu savoir ce qui va nous arriver alors qu'il ne savait même pas que j'allais le tuer, hein, donc anecdote assez drôle aussi. Alors cette fois-ci dans la fiction de l'animal parlant, l'anecdote semble nous ramener une thèse beaucoup plus orthodoxe. Non, les animaux n'ont pas la raison. Hein. L'anecdote a un effet plus dégrisant et assez fort. Mais de manière très intéressante, Micile, l'interlocuteur, dit mais toi, Pythagore, tu n'as pas donné ton avis, etc. Et Pythagore, enfin le coq, puisque c'est le coq qui parle, le coq qui a été Pythagore, répond simplement. C'est sur la 3e page de mon exemplier, il lui dit « C'est qu'alors j'étais un âne et je ne pouvais parler. » Ah, alors il y a une sorte de comique inspiré par Apulée ici peut-être, mais on nous rappelle que les animaux ne peuvent pas parler. Hein. Vous voyez donc ici la fiction a des effets quand même, je crois, très complexes, différents niveaux peut-être. L'auteur ne veut pas prendre position, je crois qu'il veut nous faire réfléchir sur ce débat, à travers les différents niveaux de fictionnalité, l'anecdote, dans l'anecdote, etc. Et je terminerai juste par un dernier exemple, celui d'Hortensio Lando, proche de cette littérature facétieuse, auteur assez hétérodoxe, Lando connu pour ses paradoxes. Lando qui produit des sermoni funebri, des éloges funèbres d'animaux, un âne, l'âne travaglino, un singe, etc., qu'il attribue à des personnages imaginaires. On est bien dans une littérature de fiction, littérature parodique, on parodie le genre sérieux et noble de l'éloge funèbre, pour faire l'éloge de certains animaux en racontant toutes sortes d'anecdotes à leur sujet. Parfois ce sont des anecdotes antiques qui sont reprises, à propos du cheval par exemple. Parfois ce sont des observations personnelles, je crois, et parfois peut-être des topoi comiques, des lieux communs comiques. Alors, là aussi, je ne vais pas lire l'anecdote du singe, elle est trop longue, mais je vais la résumer. Elle raconte comment, alors elle est très circonstanciée, hein, ça se passe chez le marquis de Bebe, qui était le patron précédent du singe, qui préparait un banquet et qui avait confié la garde de la cuisine à un singe. Or, un Florentin arrive, un gros gourmand, qui veut s'introduire dans la cuisine, et le singe ne le laisse pas passer, hein, il résiste, mais le Florentin, qui est malin, sait que le naturel du singe est imitateur, et donc il se bande les yeux pour que le singe fasse de même, et dès que le singe se bande les yeux, il en profite pour voler un faisan, et il va l'avaler en cachette ailleurs. Seulement, il revient le lendemain, et cette fois-ci, le singe, alors il y a un proverbe contre les Toscans, c'est assez drôle, mais cette fois-ci, le lendemain, le singe ne se laisse pas faire, hein, il refuse obstinément de se bander les yeux, il écarquille les yeux de toutes ses forces, regrettant de ne pas avoir été un autre Argus pour détecter les mains voleuses. Et en fait, c'est extrêmement comique, j'ai pas lu la réaction du singe quand il s'aperçoit que le faisan a été volé, il se bat la poitrine, vous voyez, il est mortifié. Et tout ça est écrit sur l'anecdote prouvant l'intelligence du singe, se poursuit par un plaidoyer vraiment en faveur de l'intelligence animale, mais évidemment sur un mode comique et parodique qui pose question sur l'intention de Lando. Hein, vous voyez la fin... Alors, messire, ne trouverez-vous pas qu'une telle action témoigne du fait qu'il avait la tête pleine d'un entendement tout à fait mûr? Jugerez-vous qu'il lui manquait la fleur de l'intelligence? Eh bien, écoutez donc celle-là. Et il enchaîne sur une autre anecdote que je vais simplement évoquer. C'est un singe qui était... c'est toujours le même singe qui était embarqué dans une charrette avec un porc qui avait trop mangé et qui émettait des vents fétides. Et donc, pour arrêter le chien pétomène, le singe prend du foin et lui met entre les fesses. Voilà. Et donc, il conclut encore à l'intelligence formidable de cet animal, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en pense? Topos comique, une sorte de préfiguration du lieu commun picaresque, parodie du discours en faveur de l'intelligence animale,
mais parodie qui vise à satiriser le discours sur l'intelligence animale. C'est un auteur qui parodie à peu près tout ce qui touche, mais je n'irai pas forcément si vite. Il faut bien garder à l'esprit que toute défense sérieuse de l'intelligence animale, pour être publiée, devait se présenter sous un jour comique, je crois, sous la forme du paradoxe, le fait de faire rire. Et c'est un texte qui a été publié, contrairement à celui de Horario, vous voyez, qui est sérieux. Hein. Et donc ça me paraît un fait très important qui me mène à ma conclusion. Enfin, donc, avant la science des animaux, il y a l'étonnement, et l'étonnement devant les anecdotes. Hein. Je crois qu'on le ressent en lisant Horario. Là où le théoricien Gomes Pereira, qui nie la sensibilité animale, évacue les anecdotes, finalement, Horario, lui, le grand partisan de l'intelligence animale, développe une cornucopie d'anecdotes pour nous familiariser avec l'intelligence des animaux, pour réfléchir dans une démarche assez inductive, hein, et très souvent, quand il sollicite ces anecdotes, il les interprète, mais sur le mode de l'interrogation, toujours, hein, c'est jamais des affirmations. Son sens critique peut être pris en défaut, c'est vrai, parce qu'il y a un mouvement rhétorique, chez lui c'est un texte très déclamatoire, mais en tout cas il y a une observation personnelle du monde animal que je trouve remarquable, particulièrement par exemple si on la compare à Montaigne. Il me semble qu'il n'y a pas cette présence de l'observation personnelle sur l'animal chez Montaigne, qui est peut-être des grands défenseurs ultérieurs de la cause animale. Quant à la fiction, donc l'anecdote est quand même suspecte de fictionnalité, même chez ceux qui y croient, je crois, ou qui l'utilisent, disons, dans le sens qui les arrange. Mais elle peut, quand la fiction s'en empare, c'est très intéressant de voir donc, les derniers textes dont j'ai parlé, le Gelli, le Dialogo de la Transformaciones ou Lando. La fiction ne vise pas à crédibiliser l'anecdote ou à nous faire croire à la réalité de l'anecdote, mais elle vise à nous faire réfléchir, je crois. En particulier, la prosopopée de l'animal qui raconte des anecdotes sur les animaux nous demande un effort d'imagination qui est aussi un effort pour sortir du préjugé, pour aller vers quelque chose d'impensable et d'ininterprétable. Et donc il me semble que la littérature, ici, la fiction permet de renouveler l'étonnement devant le réel, beaucoup plus que des anecdotes trop connues, finalement, ou déjà connues. Voilà, je vais m'arrêter là, merci. Je prends le relais de Jean-Charles qui devait malheureusement prendre le train pour te remercier chaleureusement pour cette très belle communication et puis ouvrir la discussion. J'ai pas beaucoup de voix, mais donc à la fin tu insistes finalement sur le fait que l'anecdote est suspecte de fictionnalité, et puis du coup plus haut donc tu revenais sur enfin plus tôt tu revenais sur le fait que finalement quand on s'en passe, donc on accuse, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais on l'accuse de faire une fiction théorique. Est-ce que tu pourrais développer un tout petit peu sur cette tension, enfin, où est-ce que tu as déjà tout dit, etc. Non, c'est un peu exploratoire mon propos, mais il me semble que le problème de Gomes Pereira, c'est exactement ce qui sera aussi reproché à Descartes au XVIIe siècle, voire aux behavioristes du XXe siècle. Hein, c'est qu'ils observent des automatismes. Alors la science expérimentale pose d'autres conditions, des conditions d'expérimentation en laboratoire, etc., mais qui ne peuvent nous renseigner sur l'animal autant que les observations faites dans la nature, sur l'animal dans son environnement, je crois. Alors franchement, il y a une évacuation complète chez Gomes Pereira de toute attention à l'animal lui-même. Je crois que c'est juste... alors c'est une thèse qui est au service, en plus ça n'est qu'une partie de son traité, c'est ça qu'il faudrait dire, c'est pour ça que c'est complexe, parce que c'est un traité qui vise à amener une défense de l'immortalité de l'âme, et en même temps c'est un traité de réflexion, anatomie, de contestation de l'aristotélisme. Voilà, donc c'est simplement ce que je voulais dire, quoi. C'est-à-dire qu'il ressent quand même le besoin de rappeler les grandes anecdotes du monde antique,
celles de Pline. Évidemment, il choisit les plus fabuleuses, et il s'en moque, il s'en débarrasse comme ça. Voilà, mais est-ce qu'inversement, on peut dire que l'attitude de Rorario est acritique, hein, vous voyez, puisqu'il lui rassemble les anecdotes. C'est pas exactement le... C'est compliqué, c'est pas exactement le même exercice. Quelqu'un qui écrit une déclamation, un texte déclamatoire, veut prouver sa thèse, et donc il prend tout. Vous voyez, mais je suis pas sûr qu'il soit dupe de l'authenticité des anecdotes, en fait. Surtout les anecdotes lointaines, antiques. Le livre de Landau, on sait s'il a eu du succès à sa parution? Un certain succès. Il a été réédité en Italie, puis en France, il a été traduit en français. Donc, oui, alors la traduction française, je ne l'ai pas consultée en plus parce qu'on ne peut pas la télécharger sur Google Books, c'est dans une bibliothèque. Quand on habite à Nantes, c'est pas évident. Mais alors, elle ne se présente pas sous le nom d'Hortensio Lando, c'est Discours facétieux, etc. Mais donc, il y a eu une traduction française. Donc, ça s'insère aussi dans un contexte de production de littérature comique hétérodoxe, en fait particulièrement intense en Italie dans ces années-là. Mais quand même, toute l'œuvre de Lando est censurée par le Concile de Trente. Donc Lando va rester plus connu à travers la traduction française qu'en Italie, où il y a quand même la censure inquisitoriale. Bon, c'est pour des raisons vraiment religieuses, mais philosophiques. Et je pense que la question de l'animalité est quand même pas tout à fait étrangère. Enfin. Et en France, il a été réédité plusieurs fois ou il n'y a eu qu'une édition? Je crois qu'il n'y en a qu'une, mais j'ai pas mené l'enquête en fait. Discours facétieux. Ouais, je peux vous retrouver la référence si ça vous intéresse. Là, je veux pas trop inventer parce que je me souviens plus du nom. Il y a facétieux dedans, et je crois que c'est discours. Mais ça se présente pas sous le nom de Lando. Ouais. Et donc. Juste enfin, moi j'étais fascinée par ces divers modes d'expression animale. Chez Rorario, le chien chanteur, j'aimais bien l'expression qu'il se soit dit en lui-même, ou encore ce coq qui parle pour dire que les animaux ne parlent pas. Et du coup, je me demandais si ce serait pas intéressant de revenir à l'étymologie même du mot anecdote, parce que j'avais regardé dans le Thésaurus de la langue grecque de Budé, et pour anecdote, donc étymologiquement, enfin, c'est écrit dans le dictionnaire non dum elocata, non edita. Donc l'anecdote, c'est ce qui n'est pas parlé, ce qui n'est pas édité. Donc en fait, je trouvais intéressant de revenir peut-être à cette étymologie, puisque finalement, enfin, à revers de son étymologie, l'anecdote finalement publie et donne la voix précisément à l'être qui n'a pas la parole en fait. Mais bon, je ne sais pas si cette étymologie elle est exploitée dans des textes. Moi, je me suis posé la question aussi des limites entre l'anecdote, l'anecdotique, dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas évident. Hein. C'est intéressant, je trouve, le sème de nouveauté, peut-être, dans l'anecdote. C'est ce qui est nouveau, ce qui surprend aussi. Des fois, la limite entre l'exemple et l'anecdote, ce n'est pas facile à faire. L'anecdote pure, c'est l'anecdote circonstanciée, avec des noms, des lieux, qui présente un fait unique. Mais voilà, moi, j'aurais tendance à considérer l'exemple du poulpe qui met la pierre pour bloquer les valves du coquillage comme relevant de l'anecdotique. Enfin, c'est aussi aux limites là entre l'exemple et l'anecdote, peut-être, je ne sais pas. Et sur ce paradoxe étymologique, oui, enfin, je en dire. Je ne savais pas du tout que telle était l'étymologie d'anecdote. Mais... je parlais de la bibliothèque universelle de Gessner qui, à l'article Procope, parle de la notion d'anecdote, donc il y a l'histoire secrète de Procope. Ah oui, c'est effectivement c'est les faits authentiques mais non vulgarisés. Donc c'est cette idée, il y a l'idée d'authenticité et de non public, quoi, caché. Tu sais, c'est l'idée que Procope fait un livre officiel d'histoire et qui lègue à la postérité un autre livre qui est l'histoire secrète du règne qu'il a célébré, mais là, dans l'histoire secrète, il en montre tous les défauts, toutes les petitesses. Et simplement, par exemple, Gessner, moi, j'ai pas vu
passage où il reprendrait le terme à propos des animaux. Ce qui est commun, c'est l'idée de marge de l'histoire. Quand on parle des animaux dans la vie de cour, tu vois, la présence des animaux des grands hommes, il y a cette idée d'à côté d'une vie, d'à côté de l'histoire. D'à côté de l'histoire, voilà. Et alors parce que sur l'histoire des éloges funèbres, c'est un genre en poésie aussi. On pense le livre de Lemaire de Belge sur le perroquet de Marguerite de Frisch, qui élabore quelque chose à partir d'une anecdote de cour, qui est voilà, le perroquet qui meurt en l'absence de la princesse, et à partir de là, il organise toute une fiction sur le perroquet qui aurait exprimé son deuil d'avoir vu partir la princesse, qui en serait mort, et puis on le retrouve après au paradis. Donc c'est à partir d'un petit événement de cour qu'il élabore. Mais la notion de c'était pas la notion de secret, mais ce que tu disais, finalement la nécessité du masque comique, paradoxal pour parler, c'est une manière aussi de divulguer tout en ne divulguant pas totalement, en tout cas à travers des stratégies de dissimulation. Mise au secret quand même de ces thèses. Oui, mais c'est une raison pour laquelle, à mon avis, on a largement minoré l'existence déjà de ce débat sur l'intelligence animale avant Montaigne, en fait, parce qu'il se déroule largement en partie, en tout cas, dans la mode sérieux-comique. Bien paradoxal, même Gomez Pereira, alors lui qui plaide complètement dans l'autre sens, mais une thèse elle aussi très hétérodoxe ou radicale, utilise la notion de paradoxe. Il dit j'avance sur le paradoxe. Donc c'est la notion de sens le plus large qu'on emploie souvent à la Renaissance, d'idée allant contre le sens commun et le savoir établi. Mais effectivement, je crois qu'il y a une sorte de cohérence qui échappe volontiers au lecteur moderne. C'est tellement curieux ou drôle de plaider pour l'intelligence animale qu'il faut donner la parole à l'animal lui-même. Donc je crois que tout le texte de Gély, en tout cas, est à propos de ce sujet, parce que il est souvent présenté de manière, j'en ai plus parlé, parce que finalement ces anecdotes sont que les anecdotes classiques dans celui de Gély, mais il est présenté de manière très réductrice, comme une plaisanterie, une fantaisie. Les critiques modernes sont un peu dupes du caractère comique de l'œuvre, alors que c'est vraiment philosophique et comique. Et à la fin, le problème interprétatif est posé par le fait qu'à la fin, l'éléphant se convertit, et l'éléphant est d'accord avec lui s'il veut bien redevenir un homme, parce que seul l'homme a accès à une vocation divine. Et donc les commentateurs estiment que, en fait, l'auteur est bel et bien partir de la supériorité de l'homme, de sa vocation spécifique, c'est un auteur néo-platonicien, mais il y a un petit problème, parce que dans toute la littérature paradoxale, dès qu'on défend pendant 100 pages une thèse hétérodoxe, on va terminer par 5 pages à l'envers. Donc la cauda paradoxale, le renversement est une figure obligée. Il donne une telle éloquence. Donc pour moi, il y a vraiment l'ambition chez Gély d'être un niveau plus tard, je pense. Et peut-être une interrogation au final. Je ne pense pas que c'est un auteur qui affirme que les animaux pensent ou que l'homme est un animal comme les autres, mais il s'interroge. Et la littérature sérieux-comique est une littérature d'interrogation. Oui, moi je trouve ça vraiment passionnant. Je voulais revenir sur ces histoires d'hétérodoxie, parce que on peut avoir l'impression parfois que ce qui permet d'associer un texte, souvent à travers des énoncés paradoxaux, à une pensée hétérodoxe, que nous on interprète dans une perspective diachronique, sur l'émergence d'une pensée à tel ou tel moment qui ne peut pas se publier, des choses comme ça. Mais ce qui textuellement permet de l'associer à cette hétérodoxie, en même temps, ce sont des éléments qu'on va pouvoir retrouver dans des discours qui ne posent aucun problème. Par exemple, l'idée que les animaux pensent, raisonnent, c'est avec ça qu'on apprend à lire ou à parler à travers le monde des fables,
etc. Tu vois, c'est le plus commun, enfin c'est n'importe quel possesseur d'animal fait cette expérience-là commune, qu'il la verbalise ou non, mais Montaigne passe par ça, en disant, mais vous parlez bien à vos chevaux. Tu vois, donc si vous... Enfin, il y a ce commun, cet ordinaire de l'expérience, enfin, qui de toute façon, par l'ordinaire de la communication, hein, avec les bêtes, pourrait s'imposer. Et moi je pense quand même que dans l'héritage littéraire, il y a quelque chose qui est porteur de ça, qui porte témoignage de ça, de cette expérience-là, de manière qu'on communique avec une animal. Et alors, la question c'est à quel moment, sous quelle formulation, ça devient une pensée qui devient hétérodoxe, qui marque de l'hétérodoxie, tu vois, qui fait rupture. Alors est-ce que c'est parce que ce qui reste à l'état de question, tu vois, de suspens, est-ce que quand je discute avec mon cheval, est-ce que j'oublie un instant que la bête n'a pas de raison, alors est-ce que ce qui est normalement à l'état de question, c'est parce que dans un discours comme ça, hop, je tranche, et c'est pour ça que ça prend une forme hétérodoxe, il y a des problèmes qui fait avancer l'histoire de la pensée, etc. En même temps, non, parce que ça reste sous la forme de question, dans ce que tu dis, dans les textes. C'est pas, on n'arrive pas à un discours... Oui, d'ailleurs, je vais présenter plus longuement chaque texte, etc. Mais leur caractère hétérodoxe est quand même largement lié au fait que, indépendamment de la thèse animale, il y a une satire de l'humanité. Et donc c'est de la littérature satirique, c'est de l'imitation de Lucien. Mais voilà, je sais pas, j'étais assez... dans le contexte espagnol, par exemple, c'est vraiment intéressant. Là, il y a vraiment des théologiens qui écrivent pour soutenir que dire qu'il n'y a pas de différence entre l'animal et la bête, c'est retirer, c'est nier l'incarnation. Donc il y a quand même aussi des réaffirmations théologiques de cette... mais justement, comme ça. Et voilà, après le contexte français, espagnol, italien sont différents aussi, c'est ça qui est difficile à évaluer. Et Pline, par exemple, n'est jamais... À un moment, tu dis, la référence à Pline dans un texte signale son hétérodoxie, mais Pline n'est jamais... considéré comme hétérodoxe. Ça pose aucun problème à personne de lire ces histoires-là, tous ces éléments sur ce que font les animaux. Oui, alors Maria José Vega l'a montré notamment dans des discours sur la miseria hominis, à quel point plaider la miseria hominis plutôt que la dignitas hominis, c'était pas du tout quelque chose qui allait de soi. Reprendre la thèse plinéenne et lucrétienne des hommes qui à l'état de nature sont impuissants, soumis à la tyrannie des éléments et des autres bêtes. Non, elle montre que quand même c'est pas si anodin en fait, mais peut-être dans un contexte philosophique, c'est-à-dire que là il y a des contextes aussi, la littérature naturaliste, dès qu'elle se reconnaît comme telle, je pense, est exempte de protégée peut-être de tout procès potentiel. Mais justement, à cet égard, par rapport au discours de la théologie, j'étais tombée sur un passage de l'Ecclésiaste qui m'avait beaucoup surprise, parce qu'il postule en fait l'égalité. Parce que moi, j'avais pensé que c'était aussi une question d'immortalité de l'âme, et je l'avais noté en prévision de notre réunion, et il est écrit donc, dans l'Ecclésiaste 3,19 « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Et ça se trouve dans l'Ecclésiaste. Alors, moi, je ne sais pas du tout quel est le destin de ce texte, parce que ça fait partie quand même du... Oui, dans les premiers livres de l'Ancien Testament, on en trouve plein, des comme ça. Ah ouais, d'accord. Et en fait, après, on a trié. Alors, les exégètes l'ont montré, on voit arriver la pensée grecque dans les derniers livres de l'Ancien Testament, et notamment le néoplatonisme, ce qui fait que tout ça, on va l'évacuer. Et puis vous avez, par exemple,
un très beau texte de Saint Paul sur un commandement, c'est tu prendras soin du bœuf et de l'âne qui travaillent. Et Saint Paul écrit dans une lettre à je ne sais plus qui, est-ce que Dieu parle vraiment des bêtes? Non, c'est une image, c'est pour nous qu'il parle. Et donc, alors que c'est noir sur blanc, c'est bien, si on l'interprète tel quel, c'est bien. Et en fait, ça va être totalement évacué, tout ça. Puis il y a le phénomène des traductions, on voit bien comment, traduction après traduction, on y enlève. Vous avez la parole de Jésus aussi, allez prêcher à toute créature. Allez prêcher à toute créature, selon la traduction, encore actuellement, je m'étais amusé il n'y a pas longtemps à regarder, vous avez les traductions, c'est aller prêcher à tout le monde. Aller prêcher à tout le monde, on le lit instinctivement, aller prêcher à tous les hommes. Ou alors aller prêcher à toute la création, ce qui est vague. Mais toutes les créatures, c'est beaucoup plus embêtant. Parce que ça veut dire que c'est Saint François qui avait raison, il faut aller prêcher aux grenouilles. Aux poissons. Oui, Aux huîtres. Oui, justement, une réponse plus circonstanciée. Je pense que l'Ecclésiaste n'est pas un texte anodin du milieu du XVIe siècle. Je pense que lire, réécrire l'Ecclésiaste est aussi un geste marqué, en fait. Alors que bon, 50 ans plus tard, dans le contexte baroque catholique, là c'est devenu monnaie courante. Parce que du coup, je me demandais si ça pouvait être... tu vois, cette pensée hétérodoxe pouvait s'appuyer sur ce genre de texte pour... Oui, je pense. Tu le trouves cité dans la littérature sérieux-comique, oui, parce que j'ai fait une étude sur la vanité, le discours sur la vanité dans la littérature sérieux-comique. Il y a un auteur comme Taïro, par exemple, dans ses dialogues du démocratique, ça appuie beaucoup sur l'Ecclésiaste, etc. Mais il y avait un vrai problème, je trouve. Ça va un texte qui a été publié, il a jamais eu mais quand même, il y a un scepticisme qui va loin, qui est aussi un scepticisme religieux. Par exemple, c'est une exposition de l'Ecclésiaste qui flirte, à mon avis, avec la limite, dans le début 1560. Bon, c'est ma perception sur des corpus très limités. Sinon, j'étais frappé par l'anecdote, c'est la dernière de la première partie sur l'histoire des chiens et des chats. Puisque là, elle est très étrange à lire, parce que la version que ça laisse, c'est qu'il part d'un constat qui est assez familier, c'est-à-dire l'idée que des chiens puissent jouer avec des chats, que les mères chattes puissent jouer de chiots. Ça c'est stable dans son récit et c'est un constat commun. Et puis alors au-dessus, il y aurait cette version qui reste effectivement complètement hypothétique, dans le récit qu'il fait, puisque le témoignage n'est pas clair, d'un croisement. Oui, c'est Madame Bianca qui l'a dit. Voilà, c'est ça. Il a l'air de lui accorder une confiance totale. Il a dit sous la forme du dégoût, donc c'est à se demander si c'est pas le constat de la familiarité des deux qui suggère cette version dégoûtante du croisement. Comme si c'était une réaction. Et je crois que là, c'est vraiment, pour le coup, les frontières à la renaissance de la notion d'hybridité sont tellement floues et beaucoup plus larges que nous. Est-ce que les bernacles existent? C'est des fruits qui se changent en oiseaux. En même temps, j'ai un peu, je sais pas, dans Paris, tout ça, vous connaissez d'autres textes où on parlerait d'hybridation entre des chiens et des chats? Je ne crois pas qu'on ait jamais imaginé ça possible. Éric Baraté, vous parlez dans Biographie animale du nouveau concept de chat-chien, mais ça c'est autre chose. Ah oui. Le chat-chien, mais autrement, Effectivement, en revanche, c'est l'histoire de comportement. De comportement, ouais, mais pas d'hybridation. Je pense, qui suggère l'idée d'hybridation. Ce qui est assez drôle là, c'est qu'il a vu les jeux du chat et du chien, enfin quelque chose qu'on a vu aussi des milliers de fois, et il trouve quelque chose de lascif, enfin ça lui paraît moralement. C'est marrant parce qu'il joue avec les positions, et les positions c'est vraiment un point
très délicat quand on évoque la sexualité. Enfin, tout ça évoque les maudits de la rotte, hein. Celui qui est dessous, celui qui est dessus. C'est un grand enjeu, quoi, parce que la femme dessus, c'est inacceptable. Donc je sais pas s'il y a un jeu aussi avec... Je sais pas, désolé d'avoir mal traduit en tout cas. Et ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas si c'est une chatte ou un chien, ou une chienne et un chat. Là non plus, je crois que c'est... Enfin, c'est vrai, il me semble que c'est Canis et Phelem, c'est neutre. Lui-même n'a pas les idées très claires. En fait. Je dis que c'est un grand observateur de l'animal, de la vie animale, peut-être certaines limites. Excusez-moi, mais il faut quand même dire que c'est Canis le mâle et puis Félix le chat. Vu qu'il y a quand même la phrase Canis qui felem iniret, ce qui serait impossible dans l'autre sens. Ah oui. Ouais, là, j'ai vraiment pas assez regardé le texte en fait. Du coup, c'est moi qui n'ai pas les idées claires, c'est pas Horario alors peut-être. Non, mais c'est qu'après il parle de la progéniture. Là, après quand on les voit jouer entre eux, c'est plus clair qui fait quoi, mais. Oui. Au début, c'est quand même le chien. Un chien et une chatte. Ah, oui. Il dit qu'il est beaucoup plus gros qu'elle. Hein. Ouais. Donc il y a aussi cette considération sur le volume. Si encore une remarque, une question, vous avez tous hâte de sortir de cette salle. Je sais pas comment raccourci en fait. Oui. La date de publication de Horario, c'est 1744 ou c'est ça? Non, ça c'est la version que moi j'ai, donc parce que je revois la pagination. C'est bien la première édition, c'est bien Gabriel Naudet, 1644, chez les frères Cramoisy à Paris. Étrangement, c'est 1544 l'écriture, 1644, et là 1744, c'est comme s'ils avaient voulu commémorer, et je pense que c'est un pur hasard en fait. Mais il me semble bien qu'il est dans la controverse sur l'animal machine de la seconde moitié du XVIIe, qu'il est cité sans arrêt. Hein. Ah, il est tout le temps cité, et il est surtout connu en fait, mais les deux, Pereira et Horario, sont connus à travers Bayle, le dictionnaire de Pierre Bayle. Il y a 2 articles Pereira et Horario. C'est très intéressant parce que Bayle les adore tous les deux, alors qu'ils vont dans des sens complètement divergents, mais parce que tous les deux ruinent le gradualisme. Hein, et les articles sont parmi les plus connus et les plus commentés chez les spécialistes de Pierre Bayle, tellement ils sont complexes par leurs implications. Il est très clairement hostile à la thèse cartésienne, Pierre Bayle. Mais c'est intéressant de voir qu'il a bien lu les textes assez précisément et que par exemple concernant Horario, il cite les anecdotes de manière allusive, mais il dit Horario parle du chien saltimbanque qu'il a vu, il évoque comme ça 2-3 observations de Horario. C'est dire à quel point ça avait un intérêt pour les lecteurs de l'époque, y compris quelqu'un qui résume, qui abrège, qui philosophe comme le fait Bayle. Mais voilà, donc c'est la référence très connue, mais personne ne le lit par contre, parce que tout simplement c'était en latin. Il parle des plantes Pereira, non, d'accord. À Pereira, si, il en parle, puisqu'il dit que l'animal c'est comme une plante. Ah, d'accord. Hein, il rejette notamment l'idée que ce qui définit l'animal c'est le mouvement, puisqu'il dit les plantes aussi en mouvement, et les deux sont pareillement mécaniques. Et l'animal n'a pas plus de sensibilité que la plante. Hein, c'est pas son propos, mais en passant, il dit ça. Bon, mais encore merci beaucoup.